a fait plein, il y a beaucoup de monde qui est venu assister à cette causerie. Alors, là, donc, vous voyez déjà deux pierres à cupules, on va les voir un peu plus en détail dans le cours de la présentation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une pierre à cupules? En fait, ce sont des pierres sur lesquelles il y a des petits trous oblongs, des formes des petites cuvettes. Vous avez des petites cuvettes, il peut y en avoir une ou deux et jusqu'à des centaines. Et vous avez aussi des formes un peu plus bizarres, comme ça, qui sont plus naturelles. Donc on va voir qu'il y a différentes sortes de pierres à cupules. Il y a des pierres à cupules qu'on appelle anthropiques, donc qui ont été créées par l'homme. Donc c'est l'homme qui les a creusées, qui a creusé ces formes. Et vous avez des pierres à cupules naturelles. Donc ici on en a une dans la région qui est à Anglane, qui est pas loin, hein, c'est juste au-dessus. Et vous avez cette pierre à cupules. Et d'ailleurs il y a une autre pierre un peu semblable juste à côté. On voit que les formes sont assez différentes, il y a plein de formes différentes. Et c'est assez naturel. Cette pierre avait ces formes naturellement. Mais on verra plus loin qu'il y a quand même des particularités. Et ici, notamment, on a un pédiforme qu'on voit ici. On a un pédiforme. Les pédiformes sont aussi courants sur les pierres à cupules ou sur certaines pierres. Et là, on en a un sur cette pierre-là. Et c'est très difficile de savoir si elle est réellement naturelle ou pas. Le reste semble naturel, mais cette forme-là pose question. D'autant qu'on a trouvé une hache de l'époque du cuivre, du chalcolithique, fin du néolithique, sur la pierre qui est à proximité. La hache était coincée, c'est ça? Et donc, on sait que les hommes près de la fin du néolithique fréquentaient ce secteur-là. Pourtant, c'est en pleine forêt, c'est pas réellement sur un chemin, c'est assez curieux. Ici, on a une autre pierre qui, elle, est anthropique. Donc, les cuvettes qu'il y a ont été créées par l'homme. Ce ne sont pas des cuvettes naturelles. Et on voit la forme ici, vous voyez, il y a des stries. Des stries qui correspondent en fait au phénomène de creusement, à la méthode de creusement. Et celle-là, elle est anthropique. Alors, vous en avez, là, on a parlé qu'il y en avait beaucoup sur l'arc alpin, et en Bretagne, et en fait, il y en a dans toute la France, à différents endroits. Il y en a plus dans les Alpes, mais il y en a un peu partout. On en a dans les Pyrénées, on en a jusque l'Île-de-France, il y en a un peu partout, et il y en a dans le monde entier. Donc, il y en a en Espagne, il y en a en Amérique, il y en a en Inde. Donc, c'est un phénomène mondial et qui s'étend sur des périodes très longues. C'est-à-dire qu'on en a trouvé à l'époque paléolithique, on en a trouvé aux époques mésolithiques, on en a trouvé un peu à toutes les périodes. Mais la grande période de développement, surtout pour les Alpes, c'est le néolithique. Et ça s'étend après, on en retrouve, par exemple en Bretagne, on en retrouve jusqu'à l'âge du bronze. Alors des fois, on ne sait pas si c'est du réemploi ou si c'était des pratiques. Et après, il peut y avoir des pierres qui sont plus récentes, dont ils ont fait des cupules, mais qui sont moins courantes. On en a même à l'époque historique sur des tombes de prêtres ou des choses comme ça, ou sur des murs d'église. Mais là, c'est un phénomène un peu différent. On a donc classé les cupules par taille, en fait, pour différencier les différents types de cupules et les différents usages qu'il peut y avoir. Et donc on a ce qu'on appelle les microcupules, c'est en dessous de 2 cm, dès que c'est très petit, on appelle ça des microcupules. C'est un terme qu'on peut employer même dans des gravures simples, où le fait de piqueter, ça fait des cupules. Donc ça c'est de la microcupule. Après il y a les cupules classiques comme celle-là, qui peuvent faire de 2 à 15 cm à peu près, jusqu'à 12-15 cm. Ensuite, on a d'autres qu'on appelle des bols ou des mortiers, qui peuvent aller jusqu'à une vingtaine de centimètres.
Ensuite, on va passer sur des cuvettes. Donc jusqu'à 50 cm à peu près, on passe sur des cuvettes. Et après, c'est des bassins. Tout ce qui est au-dessus de 50 cm, c'est des bassins. Alors, elles peuvent être accompagnées d'autres symboles. On a vu le cas de pédiformes. Donc, on peut avoir des pédiformes, mais on peut avoir des boulottes qui les accompagnent, qu'on va voir. Et on peut avoir aussi des cercles multiples. C'est plus courant sur l'Atlantique, en Espagne, en Grande-Bretagne, autour des cupules, on a des cercles concentriques. On peut avoir des cruciformes aussi qui sont associés à des cupules. On a ici, alors c'est les débuts de mes recherches, c'est une pierre qui se trouve en Tarentaise, à Fesson-sur-Salins, à environ 700-800 mètres, même un peu plus d'altitude, près de 1000 mètres d'altitude. Et là, j'ai fait ressortir avec du rouge certains des motifs qui sont sur cette pierre. Donc on voit qu'il y a un fond de pierre à cupules, il y a plein de cupules qui ont été gravées dessus. On a des motifs qui ont été rajoutés qui ne sont pas d'époque, comme cette croix-là qui se trouve sur une zone où il y a dû y avoir un éclat. Ça, c'est un motif qui est récent, qui est du XXe siècle, une christianisation de la pierre, probablement. Mais vous avez des motifs qui sont, comme là on le voit, des anthropomorphes, qui représentent des personnages. Vous avez ici un anthropomorphe avec une série de cupules qui entourent la tête du personnage. Et vous avez des cruciformes ici, diverses, qui sont présentés. Et même une forme, là, il y a réellement un trait qui fait le tour, comme ça. Ça fait penser un peu à une tête de mort pour nous, mais on ne sait pas trop quel sens ça pouvait avoir sur la pierre. On la voit ici, vous voyez. On n'a pas d'idée d'échelle, c'est très grand ou c'est... Ça fait environ, je dirais, près de 2 mètres de large. Sur 1,50 m, 1 mètre en hauteur. Et quoi, elle est plate ou... Elle est légèrement en pente. Légèrement en pente. Elle est plate, oui, c'est plate. Oui, oui. On ne sait pas si elle est profonde en dessous, on ne l'a pas retournée, donc on n'en sait rien. Mais ça fait comme une grosse pierre plate. Sur le même secteur, il y a d'autres pierres à cupules moins impressionnantes que celle-là. Et donc c'est ce qui m'a donné envie de comprendre ce phénomène. Parce que moi j'ai une maison aussi, pas très loin, une maison de famille dans cette région-là. Et donc j'ai voulu apprendre à comprendre pourquoi il y avait des cupules, pourquoi il y avait des cruciformes, à quoi ça correspondait. Ici, vous voyez, en Savoie et en Haute-Savoie, vous avez des cupules un peu partout. On en a ici dans les monts de la Charvate, qui sont dans l'avant-pays savoyard. Ça, c'est la cupule de Pampou. C'est des petites cupules, je vais vous montrer. C'est ici, il y a des cupules tout le long, là, sur la bordure, il y en a un peu tout autour. Ici, à Billième, en Savoie, toujours dans l'avant-pays, c'est dans une vigne, vous avez des cupules sur le haut. C'est pas très loin du lac du Bourget, c'est de l'autre côté du mont du Chat. Vers Saint-Jean-Chevelu? Je ne saurais pas vous dire exactement, mais c'est un secteur où il y en a beaucoup de pierres à cupules dans ce secteur-là, le long du Rhône. Entre le Rhône et le... C'est Yenne. Oui, c'est Yenne. Ici, vous en avez une dans l'Ain, où là on voit, c'est des bols, quoi. C'est plus gros que la cupule habituelle, mais il y en a un peu partout sur la pierre. C'est à Almogne. Vous en avez ici à Albin. Donc là, il y en a, avec des fois, il y a des motifs un peu, elles sont réunies autour d'une cupule centrale. Celle qui était enterrée, ça. C'est celle qui était enterrée, qui est près d'un collège, je crois, il me semble. Lors des travaux, quand ils ont fait des travaux sur le collège, ils l'ont trouvé.
Et ici, c'est dans le Chablais. Donc vous avez ici différentes cupules et un bassin, on peut dire, une sorte de bassin au milieu. Lui, le bassin peut être naturel à l'origine. Là, on est en Tarentaise et en Maurienne. Donc vous avez ici, c'est des pierres qui sont à Thincaves. Donc c'est la même montagne que pour Fesson, mais c'est à l'opposé. Et donc sur des chemins anciens, on retrouve des pierres à cupules comme ça qui sont placées. Il n'y a pas beaucoup de cupules, mais il peut y avoir quelques gravures particulières qui les accompagnent. Ici, c'est un livre qui a été fait en 1983 par Georges Nel. Il y a eu plusieurs ouvrages qui sont sortis sur les pierres à cupules, de Tarentaise, de Maurienne et de la Savoie en général. Et vous avez ici, en Maurienne, la pierre de Chantelouve, où vous voyez des gouttières. Donc on a différentes gouttières qui apparaissent à différents endroits. On pense que ça permettait de faire écouler des liquides. C'est-à-dire qu'il y a des liquides qui étaient versés dans les cupules et qui se déversaient dans ces gouttières et qui pouvaient aller dans d'autres cupules et ainsi de suite. Celle-ci est assez particulière, c'est toujours à Thincaves, c'est un peu dans le même secteur, c'est entre Beauzelle et Thincaves. C'est le chemin qui reliait, l'ancien chemin qui reliait Beauzelle à Thincaves. Et vous avez une pierre très particulière. En fait, cette pierre, elle a des cupules ici qu'on voit, et elle a une grande rayure ici, et elle a aussi des goulottes transversales dans les deux sens. Et cette pierre a une forme en V, et elle surplombe, on a aussi un pédiforme ici, elle surplombe, elle est en surplomb. Quand on est au bout de la pierre, on est au-dessus du vide. Et c'est assez particulier. C'est pas très courant comme pierre. Là, on est en Italie, donc on va voir toutes les Alpes, à la fois la Savoie, Haute-Savoie et le Piémont. Et après, on va voir la Suisse. Donc là, on a ici une stèle qui est gravée avec un personnage. Et sur cette stèle, au dos de la stèle, et même sur la stèle elle-même, c'est rempli de cupules. Là, elle était utilisée verticalement, puisque la stèle, on pense qu'elle était posée verticalement. Là, on a une très belle pierre qui s'appelle la Pera Crevola, la pierre des creux, si on peut traduire. Et il y a des centaines de creux un peu partout. Donc là, on est dans le Piémont, dans le Val de Suse. Ici, dans le Val d'Aoste, on a à la fois des cupules et quelques motifs divers qui sont associés. L'étrangeté du phénomène fascine depuis à peu près 2 siècles. C'est-à-dire qu'il y a déjà des gens qui faisaient des recherches sur ce phénomène au XIXe siècle. On se demande pourquoi les gens ont creusé ces petites coupes partout sur la planète. Donc c'est une des énigmes. Il y a de nombreuses hypothèses qui ont été émises, on les verra. Donc là, on est en Suisse, donc c'est toujours un peu dans les mêmes massifs, hein, c'est la suite. On a un livre qui a été écrit par Franco Binda, Il mistero dell'incisioni, qui est un superbe livre avec des photos fabuleuses. Il est en italien parce qu'on est dans la Suisse italienne, c'est le Tessin. Donc on peut voir qu'on a à la fois des cupules et des cruciformes là, sur cette pierre qui sert de couverture au livre. Là on en a une très belle aussi, pareil, avec des cupules un peu partout, quelques cruciformes, un mélange de différents dessins. Ça a été surligné à la craie, c'est pour ça qu'on voit bien les aspects. Parce que quand vous êtes près d'une cupule, des fois vous pouvez ne pas voir exactement les motifs, parce qu'il faut un éclairage particulier pour faire ressortir les dessins. Ils sont usés par le temps et c'est parfois compliqué.
ici à Evolène, dans le Vaud, dans le canton de Vaud, vous avez cette pierre avec, il y a un cercle ici autour d'une cupule centrale et vous avez différents blocs, différentes formes. Et ici, toujours dans le canton de Vaud, vous voyez, on voit les gouttières qui parsèment la pierre et différentes cupules plus ou moins grosses. Donc pour arriver à comprendre ces cupules, il m'a fallu inventorier tous les écrits qui étaient faits, d'abord dans les Alpes. Donc j'ai lu tous les articles qui avaient été écrits depuis le 19e siècle, les livres qui ont été faits, et j'ai recherché savoir s'il y avait des bases de données qui permettaient de se renseigner, savoir où il y avait ces pierres, où on en trouvait, et j'ai fait pas mal de recherches. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits depuis le début du XXe siècle, mais récemment ça s'est un peu tassé, parce que les archéologues trouvent que c'est un phénomène un peu complexe et ils pensent que ça ne va pas être facile à comprendre. Donc ils préfèrent travailler sur les pierres qui ont des motifs plus faciles à interpréter. Donc on s'est d'abord focalisé sur les régions qu'on voit ici. Donc là j'ai réuni plusieurs fichiers avec les emplacements des cupules dans les différents pays. Donc vous avez en vert, c'est des pierres à cupules. En rouge, c'est des pierres qui comportent un cruciforme, au moins un cruciforme. Et en bleu, c'est des pierres qui ont été gravées, mais avec d'autres motifs qui sont ni des cupules ni des cruciformes. Et on voit que d'une région à l'autre, ce n'est pas les mêmes qui sont utilisés. Et on peut voir ici, par exemple, entre la tarentaise et la maurienne, on a des différences d'usage qui apparaissent. Ce n'est pas les mêmes motifs. Alors la raison, en fait, c'est qu'en maurienne, il y a eu des habitants beaucoup plus importants pour la partie âge du bronze, âge du fer, et qui ont gravé des motifs de ces périodes-là, et qui n'étaient pas des cupules. Il y a des pierres à cupules également, mais il y a beaucoup d'autres motifs plus récents que les cupules, on verra les datations après, alors qu'en Tarentaise, on a principalement des pierres à cupules, quelques cruciformes. Et on voit qu'il y a des zones, comme ici, où on n'a quasiment rien. Alors, est-ce que c'est par un manque de référencement? Est-ce qu'il y a moins de chercheurs qui ont cherché sur ces zones-là? Ou est-ce qu'il n'y en a pas dans ces zones-là? C'est la question. Parce qu'on voit, là par exemple ici, on voit qu'il y en a beaucoup dans le Jura, ça s'arrête net, mais c'est en fait que le fichier qu'on a utilisé pour cette partie-là vient de Suisse, donc il s'arrête à la frontière suisse. Et on n'a pas le fichier qui correspondrait à cette zone-là, donc peut-être qu'il y en a encore plus loin, mais on ne l'a pas sur cet exemple. Et ici, donc, on a toute la Savoie, Haute-Savoie, et on parlait tout à l'heure des pierres de la région de Yenne, et on les voit ici, le long du Rhône, et tout le long du Rhône, on en a ici. On en a aussi un peu autour de Lyon. Il y en a bien sûr plus loin, il y en a jusque dans le Massif central. Donc là, on va se focaliser sur les Alpes, mais on en a trouvé à d'autres endroits. On en a trouvé donc, dans le Massif central, dans les Pyrénées, l'Espagne, tout le nord de l'Espagne, et il y en a un peu partout en Espagne, il y en a beaucoup en Espagne. Surtout la Catalogne et après la côte atlantique, juste le Portugal aussi. On en a donc la Bretagne, la Grande-Bretagne, et après on en a beaucoup sur les pays du nord de l'Europe. La Finlande, tous les pays, Norvège, Finlande, on a beaucoup de choses dans ces pays-là. Donc, les fichiers que j'ai récupérés ne permettaient pas cette géolocalisation. Donc les fichiers, il y a un archéologue savoyard qui avait travaillé sur les pierres à cupules et sur toutes les pierres gravées de Savoie, qui avait mis en ligne un fichier, qui était un fichier Excel,
Mais ce fichier donnait quelques infos sur les cartes, mais ne permettait pas de géolocaliser précisément. Donc j'ai réuni avec deux fichiers, c'est-à-dire le fichier qui était fourni par l'archéologue Savoyard qui comprenait le Piémont et une partie de la Suisse, et des fichiers que j'ai retrouvés en Suisse. J'ai récupéré ça, j'ai tout mis au même format, et j'ai rajouté des points de géolocalisation approximatifs, c'est-à-dire au niveau du lieu-dit, ou quand ce n'était pas le cas, sur la commune, pour permettre de se rendre compte de la densité. Donc on parlait du Tessin tout à l'heure, la Suisse italienne, vous pouvez voir qu'il y a une densité énorme. Alors ça vient aussi du fait que les Suisses, déjà ils ont beaucoup de pierres et très très belles pierres, mais ils référencent aussi les pierres à partir de 2-3 cupules. Donc du coup, vous avez des fichiers où il y a beaucoup plus de pierres localisées dans leur zone. Ici, pareil, c'est très dense, parce qu'il y a aussi ces cupules de moindre importance, alors que dans les fichiers en France et en Italie, ils les auront référencés à partir de 5 à 10 cupules minimum, quoi. Donc après ce travail de référencement, ça me permet de zoomer sur les différentes régions et de voir que ces pierres, elles ne sont pas distribuées au hasard. On le voit ici, elles suivent les vallées, elles suivent les cours d'eau, elles sont à proximité, comme ici le long du Rhône, elles suivent les voies comme l'Isère, on peut en avoir le long de l'Isère ici, et donc elles sont dans des lieux particuliers, et il y en a beaucoup en montagne, donc on voit que dans les zones montagneuses, on en a particulièrement beaucoup. Et quand on regarde justement avec ces géolocalisations, on se rend compte que dans les zones montagneuses, elles sont principalement en altitude. Donc on en a très peu dans les vallées et beaucoup plus en altitude. Donc en analysant dans les vallées, on se rend compte que c'était probablement lié à des habitudes de ces gens de la préhistoire qui devaient se déplacer principalement sur les zones d'adrets et en altitude dans des zones qui étaient peut-être plus lâches au niveau de la forêt, qui permettaient plus facilement de se déplacer, alors que dans le fond des vallées, c'était parfois compliqué de se déplacer, parce que les forêts étaient beaucoup plus denses et beaucoup plus inaccessibles. Donc on pense que, d'après mes analyses, dans certaines zones, et les pierres le montrent, il y avait une utilisation particulière des chemins qui faisait qu'ils utilisaient des chemins dans certains secteurs particuliers. Dans la région d'Annecy, il y a pas de gardien, quoi. Il y en a très peu dans la région d'Annecy, il y en a quelques-unes, mais On voit bien où est Annecy. alors je vais vous montrer. Ici, Annecy, c'est ici. Donc on a celle d'Anglane qui est ici. On a ici des pierres aussi, mais il y en a très peu et parfois elles sont complexes à analyser. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont référencées, mais qui sont difficiles sur place à repérer. Et non, on voit qu'il y a une zone ici où il n'y a pas grand-chose. Il y a très peu. Alors, bon, je pense il y a des référencements qui manquent dans le fichier ici. Parce que je sais que dans le Chablais, il y en a un peu plus que ça. Et donc, il y en a certains qui travaillent dans ces zones-là qui savent qu'il y en a plus. Donc, c'est le fichier qui doit être enrichi de trouvailles. Mais par contre, c'est vrai que moi, je cherche ici dans le secteur. J'ai trouvé quelques gravures cruciformes, mais des cupules, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, si vous allez dans les Bauges, sur le secteur de cette partie des Bauges, là, vous en avez beaucoup plus. Des assez belles. Pardon, monsieur, s'il vous plaît, la nature de la roche dans laquelle les cupules sont taillées. Alors, bon, j'ai pas fait d'analyse vraiment sur la nature, mais bon, C'est plutôt calcaire ou granitique? Parce que c'est plus difficile dans le granit que dans le granit. Oui, voilà. C'est la nature de la pierre. Il faut que la pierre soit taillable relativement facilement. Il y en a qui sont quand même dures, parce qu'elles ont résisté jusqu'à nos jours. Hein.
Et celles qui restent, c'est aussi celles qui sont sur des pierres moins friables. Parce que s'il y en avait sur des pierres friables, on ne les retrouverait pas, parce que la pierre, petit à petit, elle se délite et on ne les verrait pas. Donc, Plutôt granit et gneiss, ouais, quelques grès. j'ai pas trop travaillé sur ces matériaux, mais moi, celle qu'on a vue en Tarentaise, ça ressemble quand même à des pierres d'ardoise un peu... Calcaire. Oui, un peu calcaire. Voilà. Comment on peut les dater En Ile-de-France, c'est sur des grès. C'est des grès qui sont... Mais les grès, ça risque de prêter peut-être à confusion. C'est beaucoup plus friable, beaucoup plus facile à faire que dans le calcaire. Exactement. Que dans le granit, alors c'est impossible. Et d'ailleurs, c'est une des particularités, c'est qu'en Ile-de-France, celles qui restent, c'est celles qui sont dans des cavités. Ah d'accord. Parce que le grès est moins attaqué dans les cavités, elles sont protégées de la pluie. Celles qui étaient à l'extérieur, on pense qu'il y en avait à l'extérieur, mais elles n'ont pas résisté, elles ont disparu. Donc on n'en trouve que dans des cavités. Comment on peut les dater du néolithique? On va voir. On va voir ça. Alors moi j'ai fait des... Donc à partir de mon fichier, j'ai fait des analyses pour retrouver donc, sur 3 pays, et puis pays par pays, et ensuite sur l'ensemble des pays pour voir quel était le nombre de pierres à cupules. Donc là on avait sur le fichier de 4500 pierres, on avait 3013 qui étaient des pierres à cupules. Dedans, il peut y en avoir qui sont tropiques, d'autres qui sont naturelles, hein, c'est pas forcément différencié. Après, j'ai essayé de faire savoir est-ce qu'il y a des gouttières, combien il y en a qui ont des gouttières, donc 16% avaient des gouttières. Donc j'ai fait des différentes analyses comme ça pour essayer de comprendre un peu le phénomène. Et ce qui était intéressant aussi, c'est de voir le nombre de cupules sur les pierres. Ça permettait de voir que ici, par exemple, les pierres de moins de 10 cupules sont majoritaires en Suisse. Si on regarde la Suisse, ici on a une majorité de pierres qui sont de moins de 10 cupules. Alors que dans les autres fichiers, il y en a beaucoup moins. Elles sont plus difficiles à trouver aussi, hein, les pierres où il y a qu'une ou 2 cubes. Oui, on a tendance à ne pas les Passer inventorier. facilement à côté. Ouais. Mais c'est important de savoir qu'elles existent, parce que ça permet de voir que les pierres qui sont au-dessus de 10 cupules, elles représentent que 10% de l'ensemble des pierres. Donc vous avez beaucoup de pierres qui n'en ont que 1 ou 2, ou 3 ou 4. Donc c'est utile pour comprendre le phénomène. Alors on va voir justement, on parlait de datation, on a des questions sur la datation. Donc on va avoir des exemples de datation dans notre région. Il m'a fallu chercher beaucoup parce qu'il n'y a pas de travaux réellement sur les datations des pierres à cupules, et les archéologues ont tendance à ne pas les référencer dans leurs recherches, c'est-à-dire que quand ils en trouvent, ils les mettent. Maintenant ça se corrige un peu, mais dans les années précédentes, ils ne les répertorient pas. Donc ça permet. C'est un des éléments de datation. Les éléments de datation, c'est quand une pierre à cupule se trouve enterrée avec des couches archéologiques datables. Parce qu'on ne peut pas dater la pierre à cupule toute seule. Quand elle est à l'extérieur, sauf s'il y a des gravures particulières d'armes ou de choses comme ça, mais il n'y en a quasiment pas sur les pierres à cupule. Donc le seul moyen de les dater, c'est de les trouver dans des contextes datables. Donc, soit dans des tombes, soit dans des habitats, soit avec des matériaux qui les accompagnent, ça peut être des céramiques ou différents objets. Là, on en a une très grande qui se trouve à Aoste. Alors, il y a un musée à Aoste sur laquelle elle est présentée, on peut la voir. Donc, c'est une tombe mégalithique, donc c'est la pierre de couverture de cette tombe, et il y a des centaines de cupules dessus. Et là, on a des datations. On sait que cette tombe a été date de 2100 à 2000 avant Jésus-Christ. Donc on est à la fin du néolithique, on est à la charnière juste avant l'âge du bronze. Bien sûr, on ne sait pas si la pierre, les cupules datent de l'utilisation de la tombe ou si c'est un réemploi. Il y a toujours cette question, mais ça permet d'avoir une date minimum. On sait que c'est au moins avant 2000, avant Jésus-Christ.
Donc on voit que c'est très ancien. Là, ici, on est à Genevois, près de Thonon-les-Bains. Il y a des travaux qui ont été faits, je crois que c'est pour une route, il me semble. Et ils ont déterré un ensemble de tombes de l'époque donc du néolithique moyen, 4500 à 3300. Donc la période est assez large parce qu'on a trouvé des tombes de différentes époques. Et on a sur une des tombes, donc c'est des tombes assistes, c'est des petites tombes en pierre carrée. Et sur une des tombes, on a ici des motifs et des cupules. Donc on sait que là, on a de grandes chances qu'elle soit de cette période-là. Donc on est encore bien plus ancien que la pierre d'Aoste. Les autres exemples, je ne les ai pas en photo, je vais vous les donner dans ma liste. Alors, vous avez une autre qui a été trouvée à Massongy, en Haute-Savoie. Alors, c'est une grande pierre, toute en longueur, sur laquelle il y a des cupules, sur une surface qui est un peu verticale, légèrement verticale. La pierre est allongée, mais la surface est verticale. Et elle est entourée d'un village, il y a à proximité un village néolithique, et il y a des tombes assistes, un peu du même style que celles qui sont à Genevois. Et là, on a une datation qui va de 3900 à 3000, donc on est à peu près dans la même période que pour celle-là. Il y a quelques motifs sur une des pierres, et il y a des cupules. À Oussois, en Maurienne, donc il y a le site qui a été évoqué, donc c'est l'archéologue René Chemin qui a fait des fouilles, et il a trouvé dans un site de l'âge du bronze une pierre à cupules qui était enterrée, sur laquelle il y avait des poteries de l'âge du bronze qui étaient posées au-dessus. Il y avait une couche de terre noire au-dessus de la pierre à cupules, et il y avait sur la pierre apparemment des poteries de l'âge du bronze. Et là, c'était fin de l'âge du bronze, apparemment, d'après 1070 à 940. Donc on voit qu'on a une période d'utilisation qui peut être très longue, mais on peut avoir des réemplois. Dans le cas de l'âge du bronze, ça peut être une pierre à cupules qui était vénérée dans le secteur et qui a resservi un moment sur un autel à une période plus tardive. Mais on sait par des études en Bretagne qu'il y a dans les tombes mégalithiques un certain nombre de tombes de l'âge du bronze qui comportent des pierres à cupules. Alors les pierres à cupules, elles peuvent être sur le dessus, comme ici, et on en a trouvé qui sont sur le dessous de la pierre, dans la tombe. Donc là, on pense que c'est un réemploi, parce que ça n'a pas, le sens de la pierre à cupules est habituellement soit à plat, soit vertical, mais à l'envers, ça paraît difficile. Donc on pense que c'est un réemploi et que la pierre a été réemployée avec les cupules vers le dessus. À Douvaine, en Haute-Savoie, il y a une tombe de l'époque néolithique qui contenait une vingtaine de cupules et dans laquelle on a retrouvé, dans une des cupules, on a retrouvé c'est de l'autre côté, une offrande. On pense que c'était une offrande. C'était une petite... J'ai perdu le fil. Un petit morceau d'ambre, en fait. Un morceau d'ambre qui était dans la cupule, dans une des cupules. On a vu la tombe d'Aoste. Alors ces datations qu'on a qui vont du néolithique moyen à l'âge du bronze recoupent les dates qu'on a en Bretagne ou qu'on a en Grande-Bretagne, et aussi qu'on a dans le secteur de la Catalogne. Alors les cupules ont varié, les cupules ont pu varier de forme et de taille en fonction des utilisations, et on a ici des exemples où là on a un dépôt à l'intérieur de la cupule qui est naturel, c'est-à-dire que c'est des feuilles mortes qui se sont décomposées à l'intérieur de la cupule et qui font un terreau qui se décompose à l'intérieur. Et on peut aussi avoir, comme ici, toujours à Tincade ou en parenthèse, on a des dépôts noirâtres
et des dépôts rougeâtres sur le bord. Et là, on voit bien la cupule a été taillée d'une certaine façon à permettre l'écoulement d'un liquide dans une petite rigole vers d'autres cupules. Là, on a des motifs aussi sur une pierre où on a des anthropomorphes, des cruciformes, différents motifs. C'est une pierre qui est en Italie. Donc, l'utilisation de ces pierres a pu changer au cours du temps, parce que comme on l'a vu, on a plusieurs milliers d'années d'utilisation. Donc, entre les premières qui ont été creusées, peut-être à l'unité sur certaines pierres et les grosses dalles qu'on a avec plein de motifs, il y a des évolutions dans le temps et il peut y avoir des changements de pratiques qui font qu'à un moment donné, peut-être qu'il y a beaucoup de pierres où il n'y a que des cupules et puis à un moment donné, il y a d'autres pratiques qui font qu'on rajoute d'autres motifs. Alors, pour ma part, je pense que certaines cupules qui sont à l'unité sur certaines pierres, où il y en a 3 ou 4, peuvent avoir une fonction alimentaire. On le verra dans les discussions par la suite. Parce qu'en fait, elles se trouvent souvent sur des points de surveillance, dans des points où il y a des zones de surveillance, et je vais expliquer par la suite avec des exemples. Vous comprendrez pourquoi. Alors, on va parler des hypothèses, justement. Là, on a des exemples qui ne sont pas dans les Alpes, de tombes mégalithiques qui comportent des cupules, et parfois d'autres motifs aussi, similaires à ceux qu'on trouve dans les Alpes. Donc ici, c'est en Grande-Bretagne, on a une tombe mégalithique. Alors bon, c'est un dessin d'artiste, hein, il n'est pas très fidèle, mais on voit qu'il y a un certain nombre de cupules sur le dessus de la tombe. Là, c'est une tombe qui a été fouillée au XIXe siècle et qui a été trouvée, probablement, la pierre a été probablement enfouie dans la tombe, mais donc d'après les datations, ça permet peut-être de la dater de la fin du néolithique. Mais bien sûr, il y a des doutes. Les archéologues, comme c'est une fouille du XIXe siècle, ils mettent pas mal de doutes sur le fait est-ce qu'elle était vraiment enfouie ou pas. Surtout du fait qu'il y a des cruciformes dessus. Donc on voit que c'est une tombe. Là, on a aussi une tombe ici, c'est dans les Pyrénées-Orientales, sur laquelle il y a des cupules qui sont gravées. Et ici, on a au col de la Loza, on a un certain nombre de cupules et un certain nombre de cruciformes qui sont gravés aussi sur une tombe. On en a en Catalogne, on a aussi en Catalogne des tombes qui ont des pierres à cupules, et on l'a vu en Bretagne. En Bretagne et en Vendée aussi, on a ce genre de choses. Donc ça permet de voir qu'il y a quand même un lien, et on l'a vu avec les tombes du Genevois qui couvraient des tombes bassistes. Il y a un lien possible entre l'utilisation des cupules et le traitement des défunts. Alors, on verra qu'en fait, il y a plusieurs hypothèses, et il n'y a pas qu'une hypothèse qui couvre l'ensemble des faits, c'est ça a duré sur des millénaires, et il y avait des pratiques différentes. C'est-à-dire qu'il y en a qui pouvaient les utiliser dans un contexte funéraire, et d'autres qui pouvaient les utiliser dans d'autres contextes. On va le voir. Alors, parmi les hypothèses les plus anciennes, celles du début du XXe siècle et de la fin du XIXe siècle, au XIXe siècle, on a beaucoup étudié l'Antiquité et on a beaucoup étudié les Celtes. Et dans l'Antiquité, l'avantage, c'est qu'on a des textes, notamment des textes romains, qui nous racontent un certain nombre de faits sur les pratiques des Celtes. Et notamment, César, dans la guerre des Gaules, raconte que les Celtes faisaient énormément de sacrifices humains et de sacrifices d'animaux. Donc, les premiers chercheurs, quand ils ont trouvé des pierres plates avec des cupules et des rigoles, ils se sont dit, c'est les Celtes,
ils faisaient des sacrifices humains et ça servait à récolter le sang des victimes. En fait, les recherches ont montré que c'était bien antérieur aux Celtes. Donc les Celtes n'avaient aucun lien avec ces pratiques. Il ne veut pas dire qu'ils ne connaissaient pas les pierres à cupules, puisqu'il y avait des pierres à cupules dans leur environnement. Donc il se peut très bien qu'ils aient fait des sacrifices sur une de ces pierres, mais ce n'était pas le but de ces pierres. Ces pierres existaient bien avant pour des pratiques différentes. Donc le mégalithisme a eu le même problème, c'est que les Celtes, on a représenté les Celtes devant les dolmens, et on connaît tous l'histoire d'Obélix qui taille des menhirs. Mais les menhirs et les dolmens existaient bien avant les Celtes. Les Celtes ne les ont pas... Ils les ont réutilisés comme tombes, mais ce n'est pas eux qui les ont installés. Ensuite, il y a d'autres... Alors, ce qu'on remarque, si vous avez l'occasion de voir des pierres à cupules, surtout en montagne, vous avez des paysages grandioses. Elles sont installées dans des zones de surveillance, un peu, dans des paysages assez stupéfiants, souvent. Des vallées, on voit les montagnes autour. Il y a sûrement un rapport entre la position de la pierre, le fait du paysage, la beauté du paysage, et qui incite à graver dans ces secteurs-là, parce que ça a probablement une raison d'être de cette position particulière. Alors, donc ce sont des lieux qui sont idéaux pour faire des offrandes diverses. En fait, elles auraient pu servir de réceptacle pour des graines, pour des farines, pour différentes choses, pour écraser des minéraux, on va le voir dans les hypothèses. Alors, il y a des hypothèses qui font ressortir aussi, notamment des hypothèses dans des vallées de la Maurienne ou ailleurs, ou même dans les Pyrénées, qui font ressortir un lien entre pierre à cupules et zone de transhumance, route de transhumance. Et effectivement, il y a des liens entre les chemins anciens et les pierres à cupules. Comme on l'a vu dans la carte que j'ai présentée, on retrouve généralement des chemins à proximité des pierres les plus courantes, et elles sont forcément là où passaient les hommes. Donc il y a ce lien, mais ça ne veut pas dire que c'est un lien avec la transhumance, mais c'est un lien avec des chemins qui étaient pratiqués par les hommes. Ça peut être des chemins qui mènent vers un col, ça peut être des chemins qui permettent de traverser des vallées. Alors, une des théories les plus populaires au XXe siècle, c'était que c'était lié aux astres. Donc, en fait, on pouvait retrouver dans certains motifs, on pouvait retrouver certains... voilà, il y avait la grande ours, il y avait les Pléiades, il y a différents motifs. Donc on a recherché absolument à montrer que les pierres à cupules montraient ces astres. Mais il y a eu beaucoup de recherches, il y a des gens qui ont passé leur vie à essayer de le prouver. Les résultats sont assez décevants parce que quand on voit un grand nombre de pierres à cupules, on se rend compte que c'est très très aléatoire. Alors, il y a aussi ces recherches aussi, c'est sur l'alignement des cupules entre elles, notamment sur la côte atlantique. Donc on a vu sur la côte atlantique qu'il y avait des cupules qui étaient dans des cercles. Donc elles sont au centre du cercle. Et donc on peut avoir plein de cercles comme ça avec des cupules au centre. Donc il y a des personnes qui mettent des baguettes à l'emplacement de la cupule et qui regardent au solstice où va l'ombre, est-ce que cette ombre elle croise une autre cupule avec un centre. Et donc c'est une autre hypothèse qui a été formulée dans cette région-là. Mais c'est tout aussi compliqué à prouver parce que quand il y en a beaucoup sur une pierre, vous avez grande chance qu'à un moment donné dans la saison, il y ait une ombre qui croise une autre cupule. Donc c'est assez compliqué.
Donc les archéo-astronomes font des recherches dans ce sens-là et essayent de le démontrer. Pour l'instant, je reste assez sceptique. Il y a quelques cas qui montrent qu'il pouvait. Il est vrai qu'il pouvait se servir des cupules pour analyser peut-être des périodes de l'année, des choses comme ça. Pourquoi pas? On l'a vu à Stonehenge, hein, ils se servent des alignements pour chercher quelques trucs, mais je ne pense pas que ce soit l'utilisation principale de ces pierres. Ensuite, il y en a d'autres qui ont essayé de montrer que, récemment notamment, que les dessins qui étaient formés par certaines cupules et par certains motifs étaient des cartes géographiques. Donc c'est une des hypothèses. Il y a un archéologue qui a fait une superbe démonstration qu'on peut voir en ligne. La démonstration est fabuleuse. Quand vous sortez, vous dites ça y est, oui c'est ça. Puis quand vous analysez plus profondément les exemples qu'il donne, on vous rendez compte qu'il y a quand même quelques biais d'interprétation et des raccourcis qui font qu'à la fin on conclut effectivement que c'est des cartes, mais c'est pas aussi convaincant que ça. Alors on sait qu'il y a des plans qui ont été retrouvés à la période, je dirais, âge du bronze ou âge du fer, où on a des plans gravés, mais ça n'a rien à voir avec les cupules. Et c'est des plans parcellaires, ce qu'on appelle. Donc c'est des choses qu'on peut, où est la pierre, on peut très bien voir un village et faire des gravures qui donnent des zones de chemin, des choses comme ça. Ça n'a rien à voir avec une carte 2D qui représente un département ou plusieurs vallées. C'est pas du tout la même approche. Alors, on a vu donc que ces cupules pouvaient être très liées aux morts, là, c'est ce qu'on a vu ici. Donc c'est une des hypothèses aussi, c'est que on pouvait faire des... Alors pour montrer ça, j'ai recherché un peu d'autres exemples. Donc ici, on a des pierres qui sont en crête, qui sont des pierres à cupules aussi, mais qui sont beaucoup plus sophistiquées que les pierres à cupules qu'on trouve dans les Alpes. C'est des pierres qu'on trouve dans les temples de Crète, à l'époque minoenne, et à l'époque suivante. On a des choses assez similaires qu'on trouve ici en Italie, où on a un grand creux au milieu et des cupules. Ça c'est Attigne, mais c'est peut-être une similarité de hasard, c'est pas forcément la même chose. Et là on a ici en Sardaigne un exemple qui est assez intéressant. On voit le creux ici et les cupules. Et là, comme on est en Crète, ben c'est les ancêtres quand même du monde grec, pas très loin, avec les Mycéniens qui ont conquis la Crète et qui ont continué un peu ces pratiques. Et on a des exemples dans les textes grecs de pratiques sur des kernos, ce qu'on appelle, qui ne sont plus des pierres comme ça avec des cupules, mais qui sont des vases à cupules. Donc c'est des sortes de vases dans lesquels il y a un vase au milieu et vous avez une multitude de cupules autour. C'est un vase qui comporte des cupules. Et là, on a des descriptions au 1er siècle qui nous expliquent... je retrouve le texte. Voilà, qui nous explique au 1er siècle la façon dont ils utilisaient ce vase. Alors en fait, la partie centrale ici, il y avait un foyer, donc il faisait brûler des braises ou du feu dans la partie centrale, ici. Et dans les cupules qui se trouvent autour, il déposait, alors je vais vous donner la liste de ce qui est dans le texte du 1er siècle. Alors, un exemple, là, dans l'exemple, il donne de la sauge, du pavot blanc, du froment, de l'orge, des pois chiches, de la graine d'herse,
des lentilles, des fèves, de l'épeautre, de l'avoine, des gâteaux de figues, du miel, de l'huile, du vin, du lait et de la laine non lavée. En fait, ces échantillons, ce sont des échantillons des diverses productions du sol et de l'ensemble des... C'est des sortes d'offrandes non sanglantes qui étaient faites aux déités auxquelles ils croyaient. Et donc, ça permettait de fertiliser, de demander la fertilisation des champs et le développement des troupeaux. C'était ce genre d'action qui était fait. Donc on a des témoignages comme ça. Bien sûr, il y a un grand écart de période et de datation, mais là, en Crète, on est quand même à 2000 ans avant Jésus-Christ à peu près, alors qu'on est au 1er siècle pour les Kernos. Mais on sait que c'est les mêmes pratiques parce qu'on en a trouvé plusieurs comme ça en Crète, et on sait que c'est ça qui a donné les pratiques du Kernos derrière. Et il n'y a pas de lien forcément direct avec nos cupules dans nos régions, mais ça donne une idée d'hypothèse. Alors, on a vu aussi que, donc en Suisse, ils ont trouvé à l'intérieur dans une pierre où il y avait des cupules et d'autres cavités, ils ont trouvé de l'ocre. Donc ça leur donnait l'idée que ça pouvait être aussi de l'écrasement de matériaux, c'est-à-dire qu'on pouvait écraser des matériaux dans les cupules. On va voir justement, on a un exemple ici qui est connu et qui a été analysé par les archéologues, qui sont des outils marqueurs de la métallurgie du chalcolithique. Donc chalcolithique, c'est l'âge du cuivre, fin du néolithique. Et en fait, ces archéologues ont compris que dans ces cavités, ils pilaient le cuivre, les oxydes de cuivre, pour pouvoir les préparer avant de les cuire, les faire fondre. Et ça a été référencé. Il y a une très bonne étude en ligne qu'on peut lire qui explique ça. Donc on voit, c'est les mêmes techniques de gravage, donc on voit qu'on peut se servir de ces cupules pour écraser différents matériaux. De l'ocre, ici des oxydes de cuivre, mais ça peut être des grains, ça peut être des fèves, des pois, des lentilles, différentes choses. On sait aussi qu'à l'époque, donc justement, les Suisses ont fait un recensement de pierres de mortier. Et ils ont recensé environ 300 pierres de mortier sur leur secteur, en Suisse, qui pensent être des pierres de mortier, donc qui étaient faites pour piler. Alors, il y a pas mal de témoignages aussi. On a des témoignages sur les personnes qui ont utilisé les cupules à d'autres périodes. Et on a des témoignages, par exemple, d'un chercheur qui dit que dans sa jeunesse en Suisse, il faisait de la farine dans des cupules dans son enfance. C'était une pratique qu'eux ils faisaient en tant qu'enfants en jeu, mais qui était apparemment une pratique ancestrale dans ce secteur-là. On a d'autres témoignages où il y a des dépôts de lait ou de résidus de lait dans certaines cupules à certains endroits. On a des témoignages dans les Alpes et en Afrique du Nord aussi. Donc il peut y avoir des matériaux, et on sait que les chasseurs récemment, ils ont analysé les aliments et la façon dont se nourrissaient les chasseurs du néolithique, les agriculteurs et les éleveurs du néolithique, et quand ils étaient en déplacement, en fait, quand ils transportaient le blé pour se nourrir, ils le transportaient
pas complètement préparé. C'est-à-dire qu'ils avaient besoin, au moment où ils allaient le préparer, éventuellement de le piler, de le séparer de certaines particules, de certaines choses, et de faire des mélanges. Donc c'est l'une des hypothèses qui veut qu'on pourrait, sur certaines pierres à cupules, en fait, pas celles où il y en a beaucoup, mais celles où il y a quelques cupules de temps en temps, s'en servir un peu comme des points d'arrêt pour préparer sa nourriture, lors de chasse ou d'autres actions. On a aussi des témoignages sur les Hittites, fin de l'âge du bronze, où ils se servent des cupules dans des traitements liés aux morts, et où il y a justement des mises à mort d'animaux sur des pierres qui ont été creusées. Donc on va conclure. Alors, donc le mystère n'est pas résolu dans nos articles. On voit qu'il y a plein d'hypothèses, mais on voit qu'on sait beaucoup de choses quand même sur les pierres à cupules. Et dire on ne sait rien, le problème n'est pas soluble, c'est un peu faux. On a des témoignages aussi, on disait sur la mort, on a des témoignages en Norvège ou en Suède sur des pratiques liées aux cupules et liées à la mort, pour les pratiques liées aux ancêtres et au cycle de vie. Donc on a des témoignages sur des actions pratiquées à différentes périodes. On a beaucoup de pierres à cupules qui sont horizontales, et souvent un des problèmes, c'est qu'on en a aussi qui sont verticales. On a des gravures de pierres à cupules sur des menhirs, on a des gravures de pierres à cupules sur des parois verticales, et donc on se dit, bah là, forcément, pourquoi ils ont gravé sur des pierres verticales? Il n'y a pas d'usage, on ne voit pas l'usage qui peut être. Alors l'hypothèse qui peut être apportée, c'est qu'en fait, à un moment, quand on voit la répétition des cupules sur certains lieux où c'est des centaines de cupules qui ont été creusées, on pense qu'il y a un côté répétitif qui est important, c'est-à-dire qu'on vient refaire le dépôt à plusieurs moments et on creuse des cupules lors de ces dépôts, mais il se peut que le fait de creuser ait autant de sens que l'usage qu'on en fait derrière. Donc après, on peut aussi avoir des creusements qui se font pour récupérer de la pierre, des minéraux. Ça a été aussi proposé. Mais il peut y avoir une pratique symbolique où la cupule ne devient plus qu'un symbole et n'a plus d'usage derrière. C'est simplement le symbole qui est gravé sur le menhir ou sur d'autres choses. Mais il y a aussi, pour le cas des menhirs et pour le cas des gravures historiques, dans les périodes historiques, on sait que les gens gravaient les tombes des saints ou avec des cupules pour récupérer la poudre de pierre, pour l'emmener chez eux comme porte-bonheur, comme symbole de protection. Donc on peut avoir ce sens-là aussi dans des périodes antérieures. Donc on a vu que les emplacements étaient remarquables, dans beaucoup de photos de pierres remarquables, on a des emplacements qui sont fabuleux, avec des vallées, des passages de vallées, des montagnes assez hautes qui sont en alignement avec les pierres. Donc on voit qu'il y a un sens, le sens du paysage est important. Et on a aussi un phénomène qui est lié aux défunts, c'est que donc on ne trouve pas forcément des défunts à l'endroit où sont ces pierres à cupules, mais on a des pratiques qui sont connues jusqu'à l'époque romaine et qui sont connues dans plusieurs religions et plusieurs époques, ce qu'on appelle des libations. Donc sur les tombes des Romains et sur les tombes, on avait
dans les religions de ces époques, on croyait beaucoup au cycle de vie. Donc une personne qui mourait pouvait renaître après un certain temps lors de la naissance d'une autre personne. Elle se réincarnait dans une autre personne, c'est ce qu'on a chez au Tibet, c'est ce genre de choses. Et ça existe dans toutes les religions antérieures, et on a à peu près dans toutes les religions très anciennes ce type de croyance. Et les témoignages justement de César nous rappellent que les Celtes ne craignaient pas la mort parce qu'ils savaient qu'ils revivraient dans une autre vie. Et il ironise même en disant qu'ils se faisaient des prêts d'argent remboursables ultérieurement. Donc on a ce cycle de vie, et les cycles sont très importants dans les religions de cette époque. C'est-à-dire que vous avez le cycle de la lune, le cycle du soleil, le cycle du printemps, des saisons, le cycle nuit-jour. Tout est lié au cycle. C'est-à-dire que vous avez le cycle de la vie où vous naissez, vous vieillissez, et vous mourrez, et vous renaissez. C'est un cycle. Et notamment, il pensait que le soleil, par exemple, était tracté par les déesses, et il croyait à ces choses-là. Donc le cycle est très important dans ces périodes-là. Donc ces pierres, au fil du temps, ont eu des usages différents, parce que les premiers qui les ont gravées leur ont donné un sens, mais plusieurs générations après, les gens qui les ont utilisés n'étaient peut-être pas du tout des mêmes pratiques et avaient d'autres sens à leur donner. Donc on le voit dans les légendes qui nous entourent. Vous avez tous entendu parler des pierres qui tournent, des fées, de toutes ces légendes qui entourent les anciennes pierres en Savoie. Et vous savez que ces légendes peuvent durer sur des millénaires. Et donc, ces pierres ont servi à différentes époques pour différentes pratiques. L'hypothèse de la table d'offrande, comme je vous l'ai dit, c'est celle qui me paraît la plus plausible pour les pierres, les grandes pierres. Et les pierres de... Donc on pouvait y faire des libations, on pouvait y déposer des dépôts de graines ou de différents objets, soit pour les défunts, soit pour les déités. Et l'hypothèse pour les pierres un peu plus isolées, d'un usage originel, plus alimentaire ou plus pratique, d'écrasement de différentes choses, me paraît aussi intéressant à étudier. Donc je vous remercie d'avoir écouté. Après vous avoir écouté avec passion, je m'aperçois que beaucoup de ces pierres semblent avoir été, sembleraient gravées à l'époque du néolithique, c'est l'explosion un petit peu de ces cupules. Oui. Si je me souviens bien, aujourd'hui, les chercheurs considèrent que le néolithique, la sédentarisation de l'agriculteur, Oui. c'est lié également au développement du droit de propriété, avec les premières cités, etc. Est-ce que c'est pas une marque, pas une marque de propriété pour certains endroits? Vous parlez des verticales. C'est une marque de territoire. Voilà, vous Le parlez fait de d'avoir colle, une vous parlez de colle, vous parlez de pierre des endroits. Est-ce que c'est pas tout simplement vous arrivez chez moi? C'est aussi un repère, Mais peut-être un repère qui est de limite de territoire. Oui, qui immédiatement vous n'êtes plus chez vous, vous arrivez chez nous. C'est possible aussi, hein, parce que par la suite, on va utiliser les pierres pour marquer des Oui, mais on vient au week-end, quand on va se balader en montagne, on voit nos petits monticules s'habiller à ce passage. Mais ça ne vous avertit pas qu'il y a quelqu'un chez qui vous Vous avez certains domaines du Moyen-Âge qui sont délimités par des pierres qui étaient des pierres qui étaient des pierres levées ou qui étaient des pierres plus anciennes. Donc il y a forcément un lien avec le territoire. Mais ce n'est pas son sens premier. C'est pas la pierre elle-même, au départ, quand elle a été faite, elle avait plus un sens, je pense, de pratique lié au... Quand vous voyez, là j'ai donné que quelques exemples, et vous verrez des pierres, c'est assez fabuleux ce qu'il peut y avoir sur ces pierres. Et on en a beaucoup en Tarentaise, on en a en Maurienne, on en a quelques-unes par ici qui sont impressionnantes. Hein.
Et donc, dans le vers Yenne, vers le Chablais, on a des très belles choses. Vous n'avez pas mentionné la pierre au pied de Non, moyenne. non, parce qu'il y a quelques cupules dessus, Ouais. mais elles sont noyées au milieu des pédiformes. Non, mais c'est quand même intéressant, les pédiphiles. Bien sûr. Non, non, mais là, on s'est focalisé aujourd'hui sur les pierres à cupules. Ça fera l'occasion peut-être d'une prochaine causerie. On parlera d'autres motifs. Mais effectivement, les pédiformes, il y en a, et il n'y en a pas que... Il n'y a pas que celle-là, on en a trouvé en Tarentaise aussi. Aussi bien avec tous les orteils. Pas tous les orteils. Non, celle qui est... Celle dont vous parlez, elle a tous les orteils. non, non, il y a très peu d'orteils sur une celle-là. marque. Enfin, on voit que c'est des pieds, quoi. C'est quoi une vague? Non, non, c'est des formes de Une pieds. empreinte. Il ne me semble pas qu'il y ait d'orteils sur celle de en Maurienne. Je vérifierai, mais je ne pense pas. Je ne crois pas. Mais ça existe. Ça existe et vous avez des pédiformes dans le monde entier. Vous en avez en Amérique, vous en avez partout. Ce n'est pas une spécialité d'ici. Merci. Concernant les techniques de creusement, vous avez évoqué au début une rotation, il me semble. Oui. Mais, Oui. Ben, donc si- on en sait plus. Si vous parlez d'un traitement, justement, je pense qu'au départ, le traitement a dû être... Ils ont dû creuser quand même de façon par percussion, probablement. Mais l'utilisation qu'ils en avaient devait, justement, s'ils écrasaient des grains, s'ils faisaient des choses, ils le faisaient de façon rotative, ce qui donne ces formes rotatives. Donc ça pencherait pour cette utilisation-là. Bah, ça pencherait pour un creusement rotatif à la fin, finale. Ouais. Ils pouvaient mettre du sable, pour les aider. On sait qu'à ces époques-là, ils savaient faire du sciage avec des cordes sur lesquelles ils déversaient du sable. Donc, et on sait qu'en Crète, par exemple, ils creusaient des récipients en pierre par rotation, avec des systèmes en bois, des frottements où ils mettaient du sable et tout. Donc c'est des techniques, mais je dirais que ça dépasse un peu mes compétences. J'aurais aimé que les archéologues se penchent un peu plus sur ces techniques de creusement. Et justement, on l'a vu dans certaines qui ont des coloris sur le pourtour, qu'il y ait des analyses qui soient faites. Mais il est vrai que les archéologues, pour eux, ils ont tellement de boulot que c'est un peu anecdotique et ils se disent on va passer du temps pour rien. Donc c'est un peu ça. Alors, avant de répondre à la question à André, nous avons en fabrication actuellement dans nos locaux, ça va sortir sous presse d'ici peu, donc un petit fascicule justement sur les pierres à cupules. Il reprend avec plus de détails. Donc, une somme extraordinaire, ce sera 5 € pour ceux qui L'environnement de ces pierres, c'était des pierres isolées ou il y avait un certain contexte autour? Souvent elles sont isolées, on en trouve une ou deux, mais vous pouvez par exemple celle qu'on a vue, la première que j'ai étudiée en Tarentaise, sur le même site vous avez une quinzaine de pierres à cupules qui sont réparties sur le site. Alors pas toutes aussi travaillées que la pierre principale, mais vous en avez qui ont jusqu'à une vingtaine ou une trentaine de cupules, et puis d'autres 4-5 sur tout le site. Donc il peut y avoir des zones où il y en a des groupes, mais généralement elles sont plutôt isolées. Ils sont isolés parce qu'ils ont été déplacés, on a des hypothèses là-dessus ou pas? Non, alors il y en a certaines qui ont été déplacées parce qu'il y a eu des travaux, Non, des choses comme ça. Placés ailleurs, enfin, c'est bon de leur confection un petit peu. Si c'est sur les petites, oui. Non, est-ce qu'elles sont faites sur place? Est-ce qu'elles sont faites sur place ou transportées? C'est ça. Il y en a certaines qui ne peuvent pas se déplacer. Vous en avez une en Tarentaise qui est énorme, c'est un rocher énorme. Vous ne pouvez pas la déplacer, c'est impossible. Donc il y en a une majorité qui sont en place et qui ne sont pas déplaçables. Comme celle qu'on a vue aussi à Tincave, qui est en aplomb au-dessus d'une autre pierre. C'est un rocher énorme et il est probablement en position naturelle. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été déplacé, ils l'ont gravé sur place. Il avait cette forme particulière qui a fait que ça les incitait à graver. On est sûr qu'il n'y avait pas de village autour, il n'y a jamais eu
On est sûr de rien. Donc on n'a pas retrouvé des... Par exemple, à Fesson, à proximité, le villard de Fesson est environ à 500 mètres, 500-600 mètres de la pierre à cupule. Et on sait qu'au villard de Fesson, on a trouvé des armes en cuivre, des couteaux en cuivre, on a trouvé des tombes avec des squelettes qui n'ont pas été déclarés aux archéologues. Voilà, on sait des choses. Donc il y a à proximité, il y avait une vie. Est-ce que c'est la même période ou pas? On ne sait rien. Parce que là, on parle du néolithique, fin de l'âge du début du bronze. Là, on est plutôt dans le bronze avancé. Voilà. On sait qu'il y avait des habitations dans le secteur. On peut trouver, alors si on a des cas où il y a des habitations, c'est qu'en Suisse, ils ont beaucoup référencé autour des palafites. Et ils ont trouvé à proximité de palafites des pierres à cupule. Donc on peut penser que c'était les gens du palafite qui les utilisaient. On en a moins trouvé chez nous, mais vas-y. Peut-être une précision dans les zones de Piémont que tu as présentées au début, où il y a effectivement moins de la densité des pierres à cupule est inférieure. On constate actuellement par différents inventaires que la fin du 19e jusqu'au début de la guerre de 14, les graniteurs ont exploité des milliers de blocs erratiques. Et parmi ces milliers de blocs erratiques, il y avait forcément un pourcentage de pierres à cupule. Et en zone de Piémont, elles sont accessibles, ils les débitaient, ils les transportaient. On commence à avoir... Enfin, il suffit d'aller aux archives, il y a des comptabilités, les pierres se vendent, elles sont débitées, c'est un vrai business et c'est des milliers de pierres. On a le même problème en Ile-de-France. En fait, les grès d'Ile-de-France, ils ont servi à faire les pavés des ça ne veut pas dire qu'il y en a des rues de pas, Paris. mais... Et donc, il y a des millions de mètres cubes de pavés qui ont été débités. Donc, on en trouve actuellement en Ile-de-France, ils ont plus de 2000 sites inventoriés. Donc, on imagine qu'il y en avait peut-être 10 fois plus. Donc c'est peut-être ça qui explique qu'en plaine on en a moins, parce que forcément les pierres ça sert à construire. Alors nous on n'en trouve pas beaucoup, mais en Suisse et parfois en Italie, on a sur des constructions dans les murs des pierres à cupule qui apparaissent, qui ont été débitées et qui ont été réutilisées. Ils ont bien utilisé les pierres des dolmens pour faire des maisons. Donc. Bien sûr, même des églises. On a plusieurs exemples de chapelles qui sont une autre signification aussi. Et inversement, si on vous entend et que vous êtes motivé de sortir le week-end, on peut encore en trouver sans doute beaucoup, qui sont peut-être ensevelis sous des broussailles. Alors voilà, le fichier qu'on a vu avec les points, il est accessible en ligne. Non, mais on trouvait de nouvelles, pardon, je veux dire. Oui, mais c'est difficile. Oui, mais sous des broussailles, sous des éboulis. Oui, alors souvent elles sont en dessous. Après tout, on trouve bien la grotte Chauvet, puis on trouve bien... Bien sûr, non, mais vous pouvez en trouver. Elles sont souvent sous la mousse, donc il faut gratter un peu la couverture de mousse. Il ne faut pas hésiter à vérifier tous les blocs erratiques. Justement, est-ce que... Ça va occuper beaucoup, Michel. Est-ce que statistiquement, parce que c'est intéressant ce qu'il soulève, on a pas mal à la montagne, etc., est-ce que les statistiques permettraient de dégager des localisations plus favorables, entre guillemets, concernant les altitudes, les orientations? Si vous allez voir sur mon fichier, quand vous allez dans un secteur, vous pouvez dire, tiens, il y en a pas mal sur ce secteur-là. Oui, justement, quand on est dans une zone blanche, vous voyez, est-ce qu'on pourrait dire, tiens, à tel endroit, ça s'y prête bien? Est-ce que les statistiques ont été... Dans les zones blanches, on n'en sait rien, parce qu'elles sont blanches. Oui, mais par rapport, je veux mais dire, dans les zones où il y en a, on sait que c'est une zone où il y en a, donc on peut en trouver d'autres. Est-ce qu'il y a telle altitude, on en par trouve exemple? toujours, hein. Moi j'ai un ami là, en Tarentaise, il en trouve presque tous les ans. Donc, ah oui. Il y a des secteurs, il y en a beaucoup. Sa femme est sympa de lui graver. Est-ce que vous pouvez faire déjà pour vous habituer, si vous êtes souvent en montagne, pour vous habituer à voir comment elles sont disposées et où elles se trouvent, c'est d'essayer de retrouver celles qui sont déjà référencées. Quand vous allez dans un secteur, alors sur mon fichier, bon, le positionnement de certaines est précis, mais d'autres il n'est pas précis du tout, ça peut être à 3 km. Voilà, mais vous avez une fiche, quand vous cliquez sur le point, vous avez la fiche et vous avez la description du secteur où ça se trouve. Intéressant. Votre site, c'est Hein? votre site?
C'est pas... Vous tapez Old Maps et QPub. Et vous êtes sûr de tomber dessus parce qu'il n'y a rien d'autre qui s'appelle comme ça. Impressionnant le travail. Merci. Et alors, quand vous êtes sur le site, vous allez complètement à droite, c'est l'avant-dernier menu. Vous avez, c'est liste. Vous cliquez sur liste, faites-le sur un ordinateur, ça marche moins bien sur les tablettes. Vous allez sur liste et vous avez donc par pays le truc. Après vous zoomez comme sur une carte Google. C'est très précis. C'est très précis, oui, oui. La carte est très précise, vous pouvez zoomer autant que vous voulez. Par contre, la localisation, donc quand vous ouvrez la fiche, vous avez une valeur qui vous indique si la localisation est précise ou pas. En parenthèse, il y a des sites qui sont localisés précisément. Donc là, vous pouvez, si vous allez à l'endroit, vous allez le trouver. Dans le reste du site, ça peut être sur la commune. Ou sur, donc, quand c'est sur la commune, moi j'ai pris un point au hasard sur la commune et je l'ai mis là. Mais par contre, quand vous ouvrez la fiche, vous avez la description de l'endroit précis. Ils vous disent c'est dans tel lieu-dit. Voilà, ils donnent des points pour se repérer. Mais c'est très dur, hein. Moi j'ai essayé d'en trouver, c'est très difficile. Et du coup, si les personnes en trouvent et qu'elles veulent enrichir le site, il faut passer... Oui, vous pouvez m'envoyer des coordonnées. Normalement, si c'est vraiment très intéressante pierre, il faut la déclarer au service archéologique et à la mairie de la commune sur laquelle elle a été trouvée. Mais après, vous pouvez aussi m'envoyer les coordonnées et déjà vérifier si elle existe sur le site. Si elle est référencée ou pas. Et on la rajoute. C'est d'anglais, vous pouvez nous dire un peu où elle est? On y a été il n'y a pas longtemps, il y a un an. Il y a presque un an, on y a été. Un an et demi. Ouais. Elle est en pleine forêt. Tu pourrais mieux décrire le lieu à peu près? Je suis pas sûr de pouvoir décrire. Il y avait des arbres, en partant du 108e. On a la localisation précise, mais elle est dans une zone en pleine forêt, assez pas sur le chemin, et très pentue, dans une zone pas facile. Mais il faut... Peut-être qu'un jour il y aura une visite qui sera organisée. Lors d'un... Sans abuser, j'ai une dernière question. Je ne connais pas du tout la vallée des merveilles. Florence et Alain bien. Est-ce que la présence de cupules est exclusive d'éléments graphiques? Est-ce que vous constatez que là, on commence à... La vallée des merveilles, dans la vallée des merveilles, il y a très peu de pierres à cupules. Pour les mêmes époques estimées. Ou s'il y en a, elles ne sont pas référencées. Ah, là c'est la avance court. Voilà. Mais pour à peu près, semble-t-il, les mêmes époques. Hein, moi, je oui, c'est probablement un peu plus tardif. C'est-à-dire que la vallée des merveilles, bon, il y en a de toutes les époques, hein, mais c'est principalement âge du bronze et âge du fer. D'accord. C'est surtout âge du bronze. D'accord. Et il y en a donc des antérieurs, mais on est dans une pratique très différente. On a la même chose en Italie, Valcamonica. Ah oui, c'est plus proche du Valcamonica. Et on a la même chose en Maurienne. C'est-à-dire qu'en Maurienne, on a ce type de gravure. Et on a aussi, dans le même secteur, des cupules, mais on pense que ce n'est pas les mêmes époques. Ce n'est pas les mêmes gens qui ont pratiqué ces deux types de gravures. Et donc on verra un jour des choses sur les cruciformes, parce que je suis un spécialiste des cruciformes. Et vous verrez que les cruciformes existent depuis des millénaires. Et on attend la prochaine conférence. Bon date. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci à toi. Pour ceux d'entre nous qui ne veulent pas courir en montagne, mais déjà voir une pierre cupule très accessible à Montgiraud, oui. En parenthèse, elle est sur la place du village, donc elle a effectivement été transportée et mise en valeur entre guillemets, et voilà, elle est intéressante
Et sur mon site, justement, là, pour parler de l'endroit où aller, vous avez par région des exemples de pierres que vous pouvez aller voir, et même des villages néolithiques que vous pouvez aller voir. Ah oui, voilà. Sur le site, vous avez Savoie, vous regardez, il y a Tarentaise, il y a Maurienne, il y a Genevois, vous avez des exemples. Regardez.